La deuxième partie de l'introduction au nuage électronique, à l'étude du nuage électronique, c'est l'application à l'atome d'hydrogène des règles que l'on vient de voir, des éléments que l'on vient de voir concernant la mécanique quantique. Nous en verrons donc trois parties. D'une part, nous verrons les nombres quantiques, nous verrons ensuite les couches, les états et les orbitales, et enfin nous approcherons une étude expérimentale de l'atome d'hydrogène. Les nombres quantiques, en réalité ce que l'on peut dire, c'est que pour résoudre l'équation de Schrödinger dans le cas de l'atome d'hydrogène, il faut introduire trois nombres quantiques qui sont n, l et m. Pour exprimer l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène, il faut d'abord introduire le nombre entier n qui nous permet d'exprimer l'énergie. On a l'énergie lorsque le nombre quantique n est là. L'énergie c'est moins E0 sur n au carré, dans lequel E0 égale 2,17 10 puissance moins 18 joules. N est le nombre quantique principal. Ce n va donc donner d'une part l'énergie de l'électron qui est dans l'atome d'hydrogène, mais il va également définir la couche dans laquelle se trouve cet électron. Et les valeurs que peut prendre n sont 1, 2, 3, en fait toutes les valeurs entières et positives. Le nombre quantique secondaire, lui, on peut dire qu'il définit l'état, et donc il est noté L. L va donc pouvoir prendre les valeurs comprises entre 0 et n plus n-1, toutes les valeurs positives comprises, positives ou nulles, comprises entre 0 et n-1. Le nombre quantique magnétique M, qui va définir les orientations, lui, il va pouvoir prendre toutes les valeurs comprises entre 0, plus ou moins 1, ainsi de suite, jusqu'à plus ou moins L. On peut ensuite voir les couches, les états et les orbitales. Donc on a dit qu'une couche était caractérisée par la valeur de n, eh bien on va dire si n égale 1, on aura la couche K, n égale 2 la couche L, n égale 3 la couche M, n égale 4 la couche N, n égale 5 la couche O, et à partir de là, eh bien on va suivre l'ordre alphabétique. En réalité on le suit depuis le début, mais il fallait bien arrêter la liste quelque part. Les états sont ensuite, eux, caractérisés par une valeur de L. Eh bien, on va retenir, et ça c'est quelque chose qu'il faut à tout prix retenir, c'est que pour L égale 0, on parlera d'un état S. Pour L égale 1, on parlera d'un état P. Pour L égale 2, on parlera d'un état D. L égale 3, un état F. En réalité, après l'état F, on n'a plus vraiment besoin de retenir les autres, mais je vous les ai mentionnés en disant que là aussi, à partir de là, on suit l'ordre alphabétique. Mais on retiendra SPDF, donc 0, 1, 2, 3. Ça, c'est extrêmement important à retenir. Ensuite de quoi, eh bien, on va dire qu'une orbitale atomique, c'est la terminologie qu'on emploiera pour parler de fonctions d'onde lorsqu'on parle d'un atome d'hydrogène. Donc les fonctions d'onde qu'on avait appelées psi précédemment, ici maintenant, on va les appeler orbitales atomiques. Et une orbitale atomique va être définie par un jeu complet de valeurs de n, de L et de m. Ainsi, par exemple, n égale 1, eh bien, on a vu que L, c'était compris entre 0 et n-1, c'est-à-dire que L ne peut prendre que la valeur 0. Pour M, qui va prendre les valeurs 0, plus ou moins 1, ainsi de suite, jusqu'à plus ou moins L, si L égale 0, la seule possibilité, c'est M égale 0. Et donc, N égale 1 et L égale 0, on va dire que ça correspond à l'état S de la couche 1. Donc on dira n égale 1, L égale 0, ça nous fait l'état 1s. Et dans cet état 1s, c'est le seul état qui existe dans la couche caractérisée par n égale 1, qui, si vous reprenez le tableau précédent, c'est la couche K. Eh bien, il n'y a qu'une orbitale atomique dans l'état 1s, qui est le seul état qui existe dans la couche 1. On va ensuite regarder le cas où n égale 2. Si n égale 2, on peut avoir L égale 0 et L égale 1 qui sont permis. N égale 2 et L égale 0 définissent l'état 2S, puisque L égale 0 c'est toujours caractéristique d'un état S, et on va préciser quel est cet état S, c'est l'état 2S. Et bien entendu,
comme L égale 0, on ne peut avoir que la valeur M égale 0, donc N égale 2, L égale 0 et M égale 0, définissent à tous les trois la seule orbitale atomique qu'il y a dans l'état 2s. En revanche, N égale 2 permet aussi L égale 1. L égale 1, si vous reprenez le tableau que je vous ai mentionné précédemment, eh bien vous allez dire que c'est un état P. L'état P pour N égale 2, ça va donc faire l'état 2P. Mais en revanche, pour L égale 1, ça permet les valeurs plus 1, 0 et moins 1 pour M. On pourra donc ainsi observer trois jeux distincts de valeurs pour N, L et M, 2, 1, 1, 2, 1, 0 et 2, 1, moins 1, c'est-à-dire qu'on aura cette fois-ci trois orbitales atomiques dans l'état 2P. Ce qui fait que si on regarde la couche 2, c'est-à-dire la couche caractérisée par N égale 2, c'est-à-dire la couche L, eh bien on aura une orbitale atomique dans l'état 2s, trois orbitales atomiques dans l'état 2p, ce qui nous fait donc un total de 4 orbitales atomiques dans la couche caractérisée par N égale 2, c'est-à-dire toujours dans la couche L. Mais on peut également imaginer le cas où N égale 3. N égale 3, ça nous permet trois valeurs possibles pour L égale 0, L égale 1 et L égale 2. On peut dire, c'est peut-être pas la peine d'y revenir, que l'état L égale, que pour L égale 0, on aura donc l'état 3s, et que L égale 0 ne permet que M égale 0, donc une seule orbitale dans l'état 3s. De la même manière, L égale 1, ça nous fera l'état N égale 3, L égale 1, ça nous fera l'état 3P. Trois valeurs possibles pour M, ce qui nous fait trois orbitales atomiques dans l'état 3P. En revanche, L égale 2 définit l'état D, donc l'état D pour N égale 3, ce sera l'état 3D. Et ici, on a 5 valeurs possibles pour M, plus 2, plus 1, 0, moins 1, moins 2, et donc on a 5 jeux complets de valeurs, N égale 3, L égale 2, et chacune des 5 valeurs possibles de M, ce qui revient à dire que l'état 3D comportera 5 orbitales. On peut donc dire que dans la couche M, caractérisée par N égale 3, on aura une orbitale dans l'état 3s, 3 orbitales atomiques dans l'état 3p et 5 orbitales atomiques dans l'état 3d, ce qui nous fait donc 9 orbitales atomiques dans la couche caractérisée par N égale 3, c'est-à-dire la couche M. On va terminer avec la valeur N égale 4. N égale 4 permettra toujours les valeurs L égale 0, 1 et 2, mais on a une nouveauté, c'est la couche 3. La couche 3, donc on voit bien qu'on aura 4S pour N égale 4, L égale 0, 4P pour N égale 4, L égale 1, 4D pour N égale 4, L égale 2, et bien entendu, il apparaît l'état 4F pour L égale 3. N égale 4, L égale 3, ça nous fait l'état 4F, comme ceci, et L égale 3 permet 7 valeurs différentes de M, ce qui revient à dire que dans l'état 4F, on aura 7 orbitales. Et donc, si on fait le total, on va se retrouver avec 16 orbitales atomiques dans la couche caractérisée par N égale 4, c'est-à-dire la couche N. Si maintenant on veut résumer tout ce que l'on vient de dire, on va pouvoir dire que l'état S comporte une orbitale, obligatoirement, quel que soit l'état S, on aura toujours une orbitale. Pour l'état P, 3 orbitales. Pour l'état D, 5 orbitales. Pour l'état F, 7 orbitales. Les autres sont d'un intérêt nettement moins important. La couche K, elle va comporter l'état 1S. La couche L, caractérisée par N égale 2, elle va comporter l'état 2S et l'état 2P. La couche M va comporter l'état 3S, l'état 3P et l'état 3D. La couche N, comme on l'a vu, l'état 4S, l'état 4P, l'état 4D et l'état 4F. Le nombre d'orbitales atomiques, 1. Une orbitale atomique en K. 1 plus 3, 4, 1 plus 3 plus 5, 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7, 16, comme on l'a vu précédemment. On va maintenant passer à quelque chose d'un peu particulier, c'est la représentation des orbitales atomiques. Alors, une orbitale atomique, c'est un outil mathématique. Donc,
ce que l'on va représenter en réalité, c'est la zone d'équidensité de probabilité de présence, c'est-à-dire la zone où on a la même probabilité de trouver la particule. C'est une zone qui va occuper la totalité de l'espace. Arbitrairement, on fixera un volume où la probabilité de trouver la particule, l'électron en l'occurrence, est supérieure à 95%. On va s'intéresser aux orbitales atomiques de type S. Et bien pour ces orbitales atomiques de type S, on va avoir, comme vous le voyez en pointillé ici, l'orbitale 1s, c'est-à-dire pour n égale 1. On constate qu'elle passe très vite, elle croît très vite la probabilité, la valeur psi carré dV, vous vous souvenez, c'est la probabilité de trouver la particule. Donc l'électron, dans le cas qui nous intéresse, elle croît très vite, elle passe par un maximum et puis elle redescend très vite, puis descend plus lentement lorsqu'elle est descendue assez bas. Et donc la valeur pour laquelle on a un maximum de probabilité de trouver la particule, c'est pour l'électron, c'est pour A0. Cette distance-là, c'est la distance au noyau. Donc pour une valeur A0, tous les points qui sont à la distance A0 du noyau ont la même probabilité très très forte de trouver l'électron. Tous les points qui sont à une distance donnée d'un autre point constituent ce qu'on appelle une sphère. Donc les orbitales atomiques de type S, c'est-à-dire les orbitales atomiques qu'on va trouver dans les états S, sont des orbitales de symétrie sphérique. On va pouvoir considérer le cas où n égale 2. Dans le cas où n égale 2, on constate un petit maximum pour A0, mais on constate surtout un maximum plus important pour 4 A0. Et donc, on peut dire que quand n égale 2, on va avoir une orbitale qui va être également de symétrie sphérique, mais cette fois-ci à 4 A0 par rapport au noyau. On peut représenter de façon schématique les orbitales de type S. Ici, on a l'orbitale 1s. Ici, on a l'orbitale 2s avec une probabilité non nulle à la valeur A0, mais une probabilité plus importante à la valeur 4 A0. Ici 1s, ici 2s. Et les orbitales atomiques de type S ont une symétrie sphérique avec un rayon qui augmente avec la valeur de n. Alors, on admet généralement que le A0 que je vous ai donné dans le schéma précédent est de 52 picomètres. Un picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Et que pour les orbitales NES avec n plus important, eh bien le rayon de l'orbitale atomique, toujours sphérique, et n carré à 0. Donc on a vu qu'en n égale 2, ça nous fait 4 à 0. Si on avait représenté n égale 3, on aurait eu 9 à 0 pour le rayon de l'orbitale atomique correspondant à l'état 3s. On a également les orbitales de type P. Ces orbitales sont au nombre de 3 dans chaque état P, et en réalité on constate qu'elles se répartissent dans les 3 directions de l'espace. On dira l'orbitale Px qui est centrée sur l'axe des X. Elle est constituée de 2 lobes, l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. 2 lobes parfaitement équivalents et qui, globalement, sont des ovales ou, si vous préférez, qui ressemblent à des ballons de rugby, pour faire simple. Donc l'orbitale Px, l'orbitale Pz est verticale, elle est strictement identique en termes de forme, mais elle est orientée différemment. Le point noir qui est au milieu représente le noyau, et bien entendu l'orbitale Py, qui donc ici vous voyez j'ai mis Px dans le plan de mon écran, et horizontale, j'ai mis PZ dans le plan de l'écran mais vertical, et donc PY est perpendiculaire au plan de l'écran et est donc horizontal également, ce qui fait que les 3 axes sont bien perpendiculaires. C'est pour représenter ces orbitales, c'est assez compliqué de mettre ces lobes vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière. On va donc les schématiser comme ceci. Vous vous rappelez, la Px était donc suivant l'axe des X. Et bien au lieu de mettre les deux, ici se place le noyau. Au lieu de mettre les 2 lobes, je vais mettre une double flèche comme ceci. Vous vous rappelez que la Pz était verticale. Et bien je la place de la même manière. Et enfin, la Py
je la place comme ceci. Donc, au lieu de mettre des lobes qui sont assez compliqués à dessiner, j'ai préféré mettre des demi-flèches. Enfin, on a les orbitales atomiques de type D, qui sont nombreuses, au nombre de 5, et qui sont assez peu utilisées lorsqu'on est en première année. On verra qu'on les utilise beaucoup plus en deuxième année. On a d'abord 3 orbitales qui sont sur les bissectrices des axes. On a l'orbitale DXY qui est sur la bissectrice constituée de 4 lobes qui sont centrés sur les bissectrices des axes X et Y. La DXZ qui est constituée également de 4 lobes qui sont centrés sur les bissectrices des axes X et Z, et même chose pour YZ, bien entendu, les bissectrices des axes Y et Z. Et enfin, on a l'orbitale DZ2, qui est donc suivant l'axe des Z pour l'essentiel, avec un petit anneau au niveau du noyau. Et puis la DX2Y2 qui est également, comme ces trois-là, constituée de 4 lobes, mais cette fois-ci 2 lobes sur l'axe des X, 2 lobes sur l'axe des Y. Ces orbitales-là ne seront pas beaucoup utilisées. Éventuellement la DZ2 pourra être utilisée dans certains cas extrêmes. On va maintenant passer à l'étude expérimentale de l'atome d'hydrogène. En réalité, étudier l'atome d'hydrogène, ça va expérimentalement, ça va être voir comment on peut faire varier l'énergie de cet atome d'hydrogène. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est d'abord d'une manière tout à fait générale que lorsqu'un système est au repos, lorsqu'il n'a pas subi d'excitation, il est dans son état d'énergie minimale, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'état de base. Et en réalité, on va pouvoir exciter un atome dans son état de base, c'est-à-dire lui fournir de l'énergie et voir comment il se comporte. Et là, 2 questions se posent. L'atome au repos peut-il absorber n'importe quelle quantité d'énergie? Ça, ce sera le spectre d'absorption. On verra quelle quantité d'énergie l'atome d'hydrogène au repos peut absorber. Et puis, quelle est la procédure mise en œuvre par un atome lorsqu'il a été excité pour revenir à son état de base? C'est donc ce qu'on appellera le spectre d'émission. Et on va donc maintenant reparler d'une manière tout à fait générale de ce qu'il se passe lorsqu'un système est au repos. Le système que l'on considère, ce sera l'atome d'hydrogène, lorsqu'un système est au repos et qu'on lui envoie une excitation. On a l'énergie qui est croissante comme ceci. On a donc l'état de base, l'atome d'hydrogène est ici. Il reçoit une énergie qu'on appelle excitation et on va l'amener à un état excité, c'est-à-dire à un niveau énergétique plus élevé. Mais dans cet état excité, l'atome d'hydrogène ne va pas rester très longtemps et il va donc revenir à son état de base, ce qu'on appelle la désexcitation, ou pour employer un terme plus scientifique, on va appeler ça la relaxation, et il revient à son état de base. Une remarque au passage, c'est que les énergies mises en œuvre lorsqu'on va étudier un atome d'hydrogène sont extrêmement petites. Et donc on a choisi d'utiliser une unité d'énergie adaptée à l'étude de l'atome, c'est l'électron-volt. Un électron-volt, c'est tout simplement l'énergie potentielle acquise, ou l'énergie cinétique acquise par un électron accélérée par une différence de potentiel de 1 volt. Donc 1,6 10-19 coulombs que multiplie 1 volt, ça nous fait 1,6 10-19 joules. Donc un électron-volt égale 1,6 10-19 joules. C'est l'unité que l'on va employer. On va commencer donc par parler du spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène. À ce moment-là, pour étudier de façon très fine l'énergie qu'on envoie à l'atome d'hydrogène, on va le présenter, on va envoyer de l'énergie sous forme de rayonnement lumineux. Et on constate que lorsqu'on essaie d'exciter un atome d'hydrogène ou des atomes d'hydrogène par un rayonnement lumineux, seules quelques fréquences sont absorbées et que tout obéisse à la formule qui est là, nu égale E0 sur H, 1 sur 1 au carré moins 1 sur n au carré. Cette formule
dans laquelle E0 c'est 2,17 10-18 joules. Vous vous rappelez l'énergie qu'on avait donnée, En égale moins E0 sur n au carré, et bien c'est cette même énergie qui apparaît ici. Et bien pour expliquer cela, on va l'expliquer en disant que les seuls niveaux énergétiques sur lesquels peut se placer l'électron obéissent à la relation que je vous ai déjà mentionnée précédemment, En égale moins E0 sur n au carré. À ce moment-là, dans son état de base, l'électron est au niveau énergétique minimal, c'est-à-dire caractérisé par n égale 1. N égale 1, c'est son état de base. Lorsque on va lui envoyer de l'énergie sous la forme h nu, il va pouvoir accéder au niveau En. En égale moins E0 sur n au carré. L'énergie h nu qu'il devra absorber pour cela devra être égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Et donc, h nu égale moins E0 sur n au carré, moins par moins, E0 sur 1 au carré, donc ceci nous fait moins par moins, ça nous fait plus. Si on supprime la parenthèse, ça nous fait donc E0 sur 1 au carré moins E0 sur n au carré. Si on met E0 en facteur, on arrive donc à ceci. Et vous voyez qu'entre cette formule et celle que je vous avais donnée précédemment, vous voyez qu'il suffit de faire passer le H ici et on a retrouvé la formule que je vous avais donnée. On arrive ainsi donc à cette fameuse formule. Et si on veut maintenant exprimer non pas en fonction de nu, mais en fonction de lambda, vous voyez qu'on va dire nu égale c sur lambda, ce qui revient à dire c sur lambda égale E0 sur h, ainsi de suite, et donc en simplifiant, en divisant par c, on arrive à 1 sur lambda égale E0 sur hc, 1 sur 1 au carré moins 1 sur n au carré, et ce terme E0 sur hc, on va l'appeler REH, REH qui est la constante de Rydberg, et REH, je vous en donne une valeur légèrement arrondie, REH c'est 1,1 10 puissance 7 mètre moins 1. Puisque effectivement ceci est sans unité, 1 sur lambda c'est donc des mètres moins 1, il faut donc que REH soit en mètres moins 1. On va maintenant passer au spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on place de l'hydrogène sous très faible pression à l'intérieur de ce tube, on met une très forte différence de potentiel ici, ce qui fait que comme on a le vide, les électrons vont être attirés de la plaque moins vers la plaque plus, ils vont acquérir une très grande vitesse et ils vont pouvoir entrer en contact avec des atomes d'hydrogène. Lorsqu'ils rentrent en contact avec ces atomes d'hydrogène, ils vont les exciter. Ces atomes d'hydrogène, comme on l'a vu, ne vont pas rester très longtemps à l'état excité et vont donc revenir à l'état de base. Pour revenir à l'état de base, ils vont émettre des photons. Ces photons seront sélectionnés. On va ensuite utiliser un prisme pour dévier la lumière, parce qu'on sait que les prismes ont la caractéristique de dévier la lumière suivant des angles différents en fonction de la longueur d'onde. Et ici, on va avoir un écran sur lequel est analysée la lumière qui aura été décomposée par le prisme. Ici, ce que l'on constate, c'est que toutes les longueurs d'onde observées obéissent à la formule 1 sur lambda égale REH 1 sur n au carré moins 1 sur m au carré, avec n et m qui sont des nombres entiers, et forcément m qui est plus grand que n pour que ceci soit positif. Eh bien, la première chose que l'on va faire, c'est décomposer ceci en série. On va dire qu'une série correspond à une valeur de n. Ainsi, la série de Lyman, caractérisée par n égale 1, nous permet, s'observera pour m égale 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à des valeurs extrêmement grandes. On va ensuite passer à la série de Balmer, n égale 2 ici, et forcément on aura toute la série qui sera caractérisée par m égale 3, 4, 5 et ainsi de suite. La série de Paschen sera caractérisée par n égale 3 et bien sûr m égale 4, 5 et ainsi de suite. La série de Brackett c'est n égale 4 avec les valeurs de m correspondantes et on va encore mentionner la série de Pfund n égale 5
et les valeurs de m correspondantes. On ne retient on n'est absolument pas obligé de retenir les valeurs, les noms qui sont ici. Ce qui est important, c'est de retenir qu'une série est caractérisée par une valeur de n. On peut éventuellement retenir la série de Balmer pour son intérêt historique. En effet, la série caractérisée par n égale 2 se trouve dans le visible, et Balmer, qui était au XIXe siècle, qui était un physicien qui travaillait au XIXe siècle, a pu observer et étudier les raies qui étaient observables dans le visible parce qu'il n'avait pas le matériel qui lui permettait d'observer les raies qui n'étaient pas dans le visible. Donc la série de Balmer, d'une manière générale, cette formule-là est aussi appelée formule de Balmer généralisée. Donc on peut retenir éventuellement n égale 2 correspond à Balmer parce que c'est dans le visible. Et donc, si on prend par exemple la série de Balmer, on va avoir une longueur d'onde qui s'observera en passant 1 sur lambda égale REH, 1 sur 2 au carré moins 1 sur 4 au carré, qui correspond en réalité à la transition de 4 à 2. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'imaginer qu'un électron est placé ici, à n égale 4, et on va l'amener à l'état de base. Juste une remarque, E égale 0, c'est moins E0 sur n au carré, donc pour que tout ça corresponde à 0, eh bien il faut que l'on se place à n infini. Donc pour passer de 4 à 1, on a la possibilité de suivre le chemin 1 directement de 4 à 1. On va donc avoir la longueur d'onde qu'on pourra calculer. On peut également faire le trajet en deux étapes. Une étape qui nous amène par l'intermédiaire de l'émission de lambda 2 de 4 à 2, puis par l'émission de lambda 3 de 2 à 1. On peut également faire en deux étapes, mais cette fois-ci de 4 à 3, lambda 4, et puis de 3 à 1, lambda 5. On peut également faire un parcours en trois étapes. Une étape, première étape de 4 à 3, deuxième étape de 3 à 2, et troisième et dernière étape de 2 à 1 que l'on a déjà rencontré. On retiendra que par exemple h nu 1, pour calculer h nu 1, c'est égal à hc sur lambda 1, c'est égal à E4 énergie de départ moins E1 énergie d'arrivée, et si on réarrange tout cela, eh bien ça va nous faire E0, 1 sur 1 au carré moins 1 sur 4 au carré. 1 sur lambda 1, finalement, vous voyez que ça nous fait, eh bien, E0 sur HC, c'est-à-dire REH. On retrouve donc en faisant tout simplement le fait que la différence d'énergie, c'est l'énergie d'arrivée moins l'énergie de départ, on peut retrouver tout simplement les expressions de la formule de Balmer généralisée telle qu'on l'avait rencontrée. Bien entendu, ce que je vous dis, c'est que la méthode est utilisable pour tous les lambdas. On va faire deux remarques ici. Une première remarque sur l'énergie d'ionisation. Lorsqu'un électron est dans son état de base et qu'on l'envoie à n infini, il n'est plus accroché à l'atome. Et donc ce que l'on peut dire, c'est que cet atome qui a perdu son électron devient H+. On peut donc dire qu'il est ionisé, et que l'énergie qui va être nécessaire à cette opération, c'est l'énergie qui l'amène à l'infini, moins l'énergie de départ, c'est-à-dire 0 moins E1, c'est-à-dire encore, moins par moins ça fait plus, E0 sur 1 au carré. Et la longueur d'onde correspondante, eh bien, elle se détermine comme ceci. Donc, le calcul est très facile à faire. Deuxième remarque, c'est la règle de Ritz. Lorsqu'un électron passe de I à P par deux chemins, soit directement, à ce moment-là, il émet un photon d'énergie EP moins EI, mais il peut le faire en deux étapes. Si M est un état intermédiaire, il va émettre deux photons, le photon EP moins EM, le photon qui transporte l'énergie EP moins EM, puis ensuite le photon qui transporte l'énergie EM moins EI. D'où
on peut dire que la somme EP-EM plus EM-EI égale EP-EI. Ceci n'est pas du tout choquant et c'est même assez surprenant. C'est même assez normal. On voit bien que si on supprime les parenthèses, les EM vont se simplifier. Mais on va pouvoir utiliser ceci en faisant ressortir que de PAI, eh bien, on a ceci, et puis de PAM plus de MAI, et donc ce qui revient à dire que lorsqu'on a la longueur d'onde qui permet de passer de PAI, on a la relation 1 sur lambda de PAI égale 1 sur lambda de PAM plus 1 sur lambda de MAI. Ce qui revient, si vous reprenez le tableau que vous avez vu précédemment, à 1 sur lambda 1 égale 1 sur lambda 2 plus 1 sur lambda 3. On retrouve ici ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que lorsqu'on passe d'ici à ici directement, on a 1 sur lambda 1, et lorsqu'on y passe en deux étapes, on a 1 sur lambda 2 et 1 sur lambda 3, et donc la somme 1 sur lambda 1 est égale à la somme 1 sur lambda 2 plus 1 sur lambda 3. Si vous reprenez le tableau que je vous ai donné précédemment, vous pouvez trouver d'autres égalités de ce type-là. Enfin, dernière chose, c'est la remarque 3 sur les systèmes hydrogénoïdes. Eh bien, on peut dire qu'un système hydrogénoïde, c'est un noyau qui comporte Z protons et avec un seul électron. On peut prendre des exemples. L'hélium, c'est 2 protons dans le noyau, 2 électrons dans le nuage électronique. Si on enlève un électron, on se retrouve avec He+, eh bien c'est un système hydrogénoïde. Pour le lithium c'est 3 protons dans le noyau, 3 électrons dans le nuage électronique. Si on enlève 2 électrons, on obtient un Li de plus qui est bien également un hydrogénoïde. Bien entendu, on pourrait mentionner tous les éléments, mais au bout d'un certain temps, les éléments trop lourds, il va être très difficile de leur arracher tous les électrons. Eh bien, les hydrogénoïdes vont avoir exactement les mêmes orbitales que l'hydrogène, mais en revanche, l'énergie qui va être associée à l'électron pour une valeur de n ne sera pas égale à moins E0 sur n au carré, mais sera égale à moins z carré E0 sur n au carré, dans lequel z c'est le nombre de protons présents dans le noyau. Et bien entendu, on peut remarquer que H c'est l'hydrogénoïde pour lequel z égale 1. À partir de là, on peut concevoir assez facilement que les rayons des orbitales atomiques que l'on va trouver et les rayons des atomes correspondants seront également plus petits.